marche. Bonjour à toutes et tous, je suis Philippe Latel, je suis le directeur du festival Normandie Impressionniste. Merci de votre présence cet après-midi à cette discussion qu'on va avoir avec Oliver Beer, dont vous avez pu visiter l'exposition en arrivant et que vous pourrez encore visiter après. Je suis très très heureux d'organiser ce talk qui est filmé et qui sera donc retransmis sur tous les réseaux sociaux du festival. Puisqu'on a conscience que l'horaire est un peu tôt dans le milieu de la semaine pour que beaucoup de monde puisse venir. On est très très heureux, bien entendu, d'avoir Oliver avec nous. L'exposition a été inaugurée hier. Moi, à titre personnel, je suis extrêmement heureux que Oliver ait accepté cette invitation. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Oliver Beer. Merci. Alors, Oliver, je fais un petit peu de bio pour commencer. Tu as 39 ans. 38 ans. 38 ans, ah. Je viens de te faire un truc que je déteste qu'on me fasse, surtout que moi je vais arriver à une autre dizaine. 38 ans, tu es né dans le Kent, en Angleterre. Tu y as vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, avant d'aller à Londres pour faire, dans un premier temps, des études de musique. Ça a été la première partie de ton cycle d'études. Tu as monté un groupe de rock. Et puis, tu es ensuite rentré à Ruskin College pour évoluer vers les arts visuels. Tu vis maintenant entre Londres, Paris, New York. Ton travail est célébré dans le monde entier, Paris bien entendu, New York et presque partout en Asie. Ton travail est à l'intersection de la musique, du son, des arts visuels, de l'installation bien sûr. Cette exposition entre dans la série que tu appelles les Resonance Paintings, on va en parler. Alors, j'ai parlé du Kent en Angleterre, où tu as passé ton enfance. Ta famille a souvent été mise à contribution dans tes installations par le biais d'objets empruntés à ton histoire familiale et notamment à ta grand-mère. Qui était le petit Oliver dans le Kent? Waouh. Qui était le petit Oliver dans le Kent? Alors moi j'ai grandi dans un contexte vraiment culturellement isolé, à la campagne en Angleterre. On avait vraiment que la famille dans la maison, donc pas de voisins, pas grand chose à faire. Et je pense que cette isolation était quand même un environnement assez fécond pour créer. J'avais aussi une liberté dans le sens où la maison où j'ai grandi était complètement en ruine. Il n'y avait pas de chauffage central, il y avait les fenêtres qui étaient pourries. Et en fait, j'ai pu tout faire ce que je voulais dans la maison sans qu'on me dérange. Donc j'ai vite appris, par exemple, une de mes premières sculptures quand j'étais très petit, c'était de couper qu'est-ce qu'on appelle un truc pour mixer le ciment? Tu vois le grand truc? Oui, une bétonnière. Un bétonnière que j'ai coupé en plusieurs morceaux et que puis j'ai emprunté le machin pour souder tout ça dans une autre forme pour faire une énorme machin pour écouter j'avais 16 ans je pense et mon père n'a pas fait d'objection, personne n'a empêché de faire ce genre de gestes. Donc le petit Oliver était quand même plein d'idées et pas beaucoup exposé à la culture jusqu'à ce que j'arrive à Londres et même quand j'étais plus jeune, j'ai pu faire des allers-retours à Londres et après évidemment à Paris où tout est devenu possible. Je pense que j'avais tellement d'idées, tellement de musique et d'art à faire. Et c'est une difficile question à répondre sur soi-même, je pense. Je ne sais pas du tout, il faut demander à ma maman. Oui. Alors, l'arrivée à Londres, justement, à cette époque, on est dans ce qu'on appelle le Cool Britannia. Donc, c'est les Spice Girls, c'est Oasis. Donc, l'arrivée à Londres, et notamment dans la musique, dans un contexte qui est assez éloigné de
de ce que tu viens de décrire, hein, déjà d'expérimentation très avant-gardiste avec la bétonnière, etc. Ce groupe de rock, c'est venu comment? En fait, j'étais dans le groupe de rock à partir de 13 ans jusqu'à mes 20 ans et j'ai fait un peu le conservatoire parce que ça marchait si bien. Et j'ai quitté le groupe pour aller étudier aux Beaux-Arts d'Oxford. Et je pense 2 mois plus tard, ils étaient signés à Sony, ils ont commencé à faire une tournée du monde. Mais ça a duré 2 ans avant qu'ils rompent. Et donc c'était fini. Mais c'est vrai que... Comment s'appelait le groupe? Il y avait 2 incarnations, comme toujours. The Fingerprints et puis Good Books. The Fingerprints. Yeah, Fingerprints. And then Good Books. So, voilà. Ils sont toujours très musicaux et je les connais tous très bien toujours. Qu'est-ce que vous chantiez? On écrivait plein de chansons. C'était assez electro-rock. Tu m'as parlé d'une chanson sur la guerre à ce moment-là. Il y avait une chanson, oui, sur la bataille de Passchendaele dont on avait parlé. C'était assez intello comme groupe, je pense. C'était pas les Spice Girls. C'était pas les Spice Girls, même si on a beaucoup aimé. Je me permets de dire que j'étais en Grande-Bretagne à l'époque et les universitaires, les étudiants universitaires, ont kiffé quand ils allaient les concerts. Il y avait beaucoup de groupes. Pardon? J'ai pas entendu. I was in UK when you were in these 2 groups, and the students at the university were very fond of your two groups. Remember? Ah, ok. Oh yes. Super. Nous avons trouvé une de tes fans, Oliver, de l'époque Cool Britannia. Merci d'être là. Merci. Alors, donc, comment on passe, comment c'est venu ce passage de la musique aux arts visuels? C'est pas naturel, surtout que vraisemblablement vous aviez un petit début de carrière, et puis qui s'est confirmé quand tu les as quittés. D'où est venue cette envie de transiter vers les arts visuels? En fait, on me demande souvent si ou comment j'ai fait une transition, mais en réalité, j'ai jamais choisi. J'ai toujours fait l'art et musique en parallèle. Et quand j'étais très jeune, je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup, je faisais beaucoup de la sculpture en terre cuite. Et donc, pour moi, la musique était toujours une façon d'informer l'art, et l'art était une façon d'informer la musique. Intuitivement, j'ai jamais fait la différence intellectuellement et créativement. Et heureusement aussi, j'ai assisté au conservatoire et aux Beaux-Arts où on n'a pas non plus à m'obliger de choisir. Et quand j'ai fait les Beaux-Arts, quand j'ai fait la musique, le conservatoire, j'ai fait la composition. La composition qui est, je pense, le plus libre des disciplines musicales. Et j'ai pu intégrer, j'ai fait des partitions pour des films, j'ai fait carrément des projets artistiques dans le cadre du conservatoire. Et quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'étais toujours en train de collaborer avec les chanteurs, les musiciens d'Oxford qui sont hyper bien formés. J'étais toujours en train d'essayer de faire boire les chanteurs de la chapelle au collège pour qu'ils chantent avec moi après le service dans des lieux complètement improbables, dans un parking. Donc c'était pour moi toujours les 2 choses ensemble, vraiment. Donc pas artiste transgender de la musique aux arts visuels, mais plutôt non-binary. À la fois musique et arts visuels. Tu es allé au Ruskin College of Arts. Alors là, on va ouvrir ce soir l'exposition Whistler, donc je suis obligé de faire cette référence, parce que pour rappel, Ruskin College, John Ruskin était un critique extrêmement écouté et populaire à l'époque de Whistler, et a beaucoup attaqué l'œuvre de Whistler. Et Whistler a fait quelque chose de totalement incroyable, il a porté plainte donc pour diffamation, ce qui lui a valu un immense et très long et surtout très coûteux procès avec John Ruskin. Donc, est-ce qu'on vous a parlé de ça déjà, la Ruskin College of Arts?
Et puis après, on parlera plus de ce que ça peut, comment ça peut résonner chez toi. Mais déjà, est-ce qu'on vous en a parlé de cette histoire avec Whistler? Oui, surtout l'histoire de Whistler contre Turner et Ruskin qui donc avait vraiment un parti pris là-dessus. Après, Ruskin, c'est un nom qu'on voit partout en Angleterre, sur des rues, des bâtiments, des collèges. Et réellement, les Beaux-Arts où j'étais étaient tellement contemporains et tellement centrés sur le XXe et XXIe siècle que même si c'était un footnote, c'était pas vraiment quelque chose dont on a beaucoup parlé. Mm. Et donc, qu'est-ce que toi qui as une carrière fulgurante, tu as donc 38 ans, tout marche très bien, tu es encensé, très peu de mauvaises critiques, quelques-unes, mais comment, qu'est-ce que ça évoque chez toi ce Whistler qui attaque un critique pour mauvaise critique? Si toi tu avais eu cette accumulation de mauvaises critiques, comment tu réagirais? Ce qui n'est pas ton cas. Oui, tu m'avais demandé ça l'autre soir et honnêtement, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Pour moi, la critique est aussi une façon de comprendre comment l'œuvre peut résonner. C'est aussi la critique mauvaise est aussi importante que la critique positive. Et surtout, tu m'avais demandé, je pense, si j'aurais arrêté, et ma réponse était absolument pas. Je pense que il y a comment dire ça, une sorte de concentration quand on fait surtout des œuvres comme ça qui sont faites dans un état vraiment presque méditatif, mais très concentré, où c'est juste un monde à part en fait. Donc c'est vrai que j'essaie de pas trop y penser, mais en même temps j'essaie aussi d'être conscient du fait que ce qu'on fait existe dans le monde et c'est bien de comprendre comment ça peut résonner dans le monde aussi, ou pas. Et donc aujourd'hui, tu te définis plus comme, je reviens sur la musique et les arts visuels, tu te définis plus comme artiste ou comme musicien? À quel moment tu t'es plus défini comme artiste ou te définis-tu encore comme musicien d'ailleurs? Encore une fois, je ne pense pas avoir vraiment fait la différence. Sauf que je serais surtout peut-être un artiste qui travaille avec la musique. Et ça inclut évidemment un peu de musicalité dans le travail. Je dois dire que je n'aurais pas pu faire les expositions dans les arts visuels sans cette rééquilibre. En fait, notre culture est tellement concentrée sur le visuel que même les appareils qu'on utilise, les portables que vous avez tous dans vos poches, ont des millions de pixels, mais le son qu'on entend est minuscule par rapport à ce qui est possible à l'ouïe. Et nos cultures vraiment renforcent depuis très longtemps, depuis le XXe siècle, et plus long encore, que le visuel prime sur l'auditif. Et pour moi, ça n'a jamais été le cas. Il y a un super théoricien qui s'appelle Michel Chion, qui était en fait à la Sorbonne. Comme moi, j'ai fait un master en cinéma après le Beaux-Arts quand j'étais à Paris, et qui a d'ailleurs un peu un très très bon lien entre la musique et l'art visuel, dans le sens où le cinéma, ça existe à la rencontre du son et du visuel. Et Michel Chion a écrit un livre qui s'appelle Audiovision, où il décrit un sens à part qui se trouve à la rencontre de la vision et de l'audition. Et j'ai trouvé ça très juste et très important dans ma façon de naviguer les arts visuels surtout. Michel Chion qui t'a précédé d'ailleurs en Australie, peu de temps avant qu'on se rencontre. Oui. Puisque tu parles de ce sens qui est à l'intersection
des arts visuels, de l'image et du son. Est-ce qu'on peut parler de synesthésie dans ton travail? On peut l'évoquer. La synesthésie, c'est vraiment une chose neurologique. Et c'est intéressant qu'il y avait un prof de bio à l'âge de 16 ans qui a parlé de ça avec moi. Et j'ai vite compris que c'est en fait un phénomène tellement concret que on peut entendre une couleur et vraiment goûter un son, ce qui n'est absolument pas le cas pour moi. C'est plutôt une sensibilité vers le son ou un choix de privilégier peu à peu la façon dans laquelle les sens peuvent s'informer. Parce qu'on ne voit jamais un tableau en isolation, dans le silence. Il y a toujours du son, que ce soit le son du musée, que ce soit les sons de nos amis autour de nous. Et si, par exemple, dans cette expo, il y a la musique qui a créé les peintures, qui est derrière, ça transforme complètement l'expérience que ce soit les sonneries de portable, ça transforme complètement la perception du tableau. Alors, juste, ça me permet d'embrayer sur Monet, puisque il y a, comme tu le dis, dans notre rapport à un tableau ou à une œuvre, d'autres choses qui interviennent. Il y a aussi la distance qui nous sépare de ce qu'on regarde. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup actuellement pour expliquer le lien qu'on essaie de faire dans le festival entre l'art contemporain et l'impressionnisme, et notamment avec ce que fait notre ami commun Bob Wilson sur la cathédrale. Monet dit je ne peins pas une cathédrale, je peins l'air qui est entre moi et la cathédrale. L'air, je pense que c'est un de tes matériaux favoris, avec notamment le travail sur les résonances. Est-ce que, c'est même plutôt du coup une question, est-ce que l'air serait ton matériel de prédilection qui permet de faire le lien entre la musique, le son, un espace, et puis, on le verra plus tard pour ce projet, la peinture? Oui, je pense que c'est juste. En fait, c'est vraiment une des choses que j'ai remarqué très tôt dans mes recherches sur Monet après l'invitation pour ce projet. C'est qu'il a dit essentiellement que le paysage n'existe pas sans l'air qui nous le transmet et qui nous le transforme. Et c'est aussi quand vous entendez les sons, donc peut-être il vaut mieux que j'explique quand même un peu ce qu'on a autour de nous. Oui. Parce que, je ne sais pas si vous aurez compris que les tableaux que j'ai faits pour cette exposition sont faits pas avec un pinceau, mais avec l'air, comme tu évoques, Philippe. C'est-à-dire que je mets le tableau à plat, la toile à plat dans l'atelier, sur sa châssis, avec donc une enceinte en dessous. Et les sons que vous avez entendus en entrant dans la galerie, ces sons très purs, ces harmonies, je les joue de manière très précise en choisissant les harmonies, les notes, les fréquences. Et si vous imaginez la surface de l'eau, quand vous jetez une pierre dedans et vous voyez des cercles concentrés qui partent, l'air, si on pourrait le voir quand on écoute la musique, on verrait qu'il y a des ondes magnifiques, géométriques, qui nous entourent, qui nous imprègnent. Et quand tu parles de l'air comme médium, moi, même tout petit, j'avais compris que la forme du verre, la forme de la bouteille, la forme de la pièce est intrinsèquement liée à la musique. On ne peut pas faire un verre sans faire une note. Et ça va garder cette note pendant toute son existence. Et il y a quelques années, j'ai été invité de faire une exposition au Met à New York parce que, justement, j'avais fait un projet avec Bob Wilson où j'avais pris 16 réceptacles et je les avais fait chanter en mettant un micro à l'intérieur de chaque vase, chaque réceptacle, et en montant la volume sur une enceinte. Et ça fait en sorte que ça résonne avec une larcène immédiate, pure, et qui correspond exactement à la note du verre. Donc c'était une façon de faire chanter l'espace à l'intérieur de ces objets, sans toucher à l'objet. J'ai montré ce projet au commissaire du Met, qui m'ont dit on a quelques pots chez nous. Est-ce que ça vous intéresserait de venir écouter? J'ai dit évidemment,
incroyable invitation d'écouter, de regarder ces objets dans une collection encyclopédique et surtout d'avoir l'occasion de choisir 32 objets qui chantent parfaitement en harmonie les uns avec les autres. Et c'était de cette manière que j'ai pu faire un instrument. Donc on avait, à l'époque, il y avait au Met Broya, donc qui était le bâtiment annexe du Met, l'ancien Whitney. C'était le dernier étage. Et j'ai pu prendre ces 32 objets, des milliers que j'avais écoutés, ces 32 objets pour faire une sorte de mini-orchestre. En fait, c'était Vessel Orchestra, c'était le titre de l'expo. Et mettre un micro dans chaque objet, un clavier au milieu qui ne fait pas de son, mais qui active les micros seulement pour entendre en temps réel les résonances. Et après, écrire de la musique, faire venir Philip Glass, Nico Muhly, John Zorn, Marshall Leila, des musiciens incroyables pour activer cet instrument. Mais en fin de compte, c'était aussi des sons que j'ai pu utiliser pour faire les tableaux qu'on voit autour de nous et qu'on entend justement à l'arrière. On a baissé le son, mais vous allez entendre plus fort tout à l'heure. Les notes pures qui viennent de ces objets sont des géométries pures, simples, claires. Et même là, avec le son très très doux à l'arrière-plan, c'est en train de nous entourer de ces géométries harmoniques. Si on voyait l'air comme on voit l'eau, on verrait une grille en 3 dimensions absolument magnifique d'ondes et de points de pression et des points de moins de pression. Et nous entendons ça avec les osselets de l'oreille interne, donc le petit enclume et l'étrier et le marteau, ces minuscules osselets de l'oreille. Et c'est pour ça qu'on entend la géométrie, la musique, c'est par ces mouvements. Mais en fait, c'est tout le corps qui bouge. C'est tous les atomes dans tous nos corps qui sont en train de vibrer avec ces sons-là. Et aussi, quand on se parle les uns aux autres, aussi, on est en train de se toucher, de pénétrer avec la voix. Et donc, la question sur l'air, je pense que tu as complètement raison. L'air, que ce soit le vide à l'intérieur de l'objet, que ce soit l'air qui, pour moi, ici, devient le pinceau, parce que j'ai pas fini la description, mais pour faire les tableaux, j'ai mis le plus fin pigment imaginable sur la toile pour que les harmonies que je choisis, que je joue, viennent bouger le pigment dans les mêmes formes, les mêmes harmoniques, résonances que je joue. Et ça fait en sorte que la toile devient un peu le témoin de cette musique. Donc je pense que, même si je ne l'avais pas exprimé comme ça, tu as complètement raison que c'est l'air qui est un peu le médium ou l'outil, le pinceau. Alors justement, tu viens de le dire, il n'y a pas de pinceau. Donc tu es passé de la musique aux arts visuels et maintenant il y a eu cette tentation de la peinture. Il reste quand même encore une distance à la matière dans ta pratique. Est-ce que c'est une sorte peut-être de retenue par rapport à la matière, ou est-ce que comment se fait-il que tu n'oses pas toucher la toile? Oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai que, surtout quand on est invité à répondre aux nymphéas de Monet, oui, il y a un peu de retenue, parce que c'est quand même une invitation quelque peu effrayante. Et j'ai mis assez longtemps à accepter. Avec toi, on a pas mal discuté. Et oui, j'ai peint quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup peint. J'ai peint de manière réaliste, de manière abstraite. Mais depuis très longtemps, mon travail est vraiment pluridisciplinaire et je ne me définissais pas du tout comme peintre. Et cette distance dont tu parles, donc le fait que je ne touche pas la toile avec mes mains, sachant que la peinture a été tellement développée, investiguée, creusée, explorée pendant des décennies, des centenaires, centuries. Pour moi, il fallait qu'il y ait une bonne raison de peindre. En fait, tout ce que je fais avec l'art que je fais, il faut toujours avoir une bonne raison.
Et l'idée, par exemple, moi j'ai déjà pensé à ça en 2008. J'ai fait le premier œuvre avec un peu de farine sur un tombeau. Et c'était dans ma tête à ruminer pendant très fermenté pendant très longtemps. Et c'était seulement après être devant les nymphéas pendant plusieurs heures après cette invitation où je me suis rendu compte. À l'orangerie, pas sur place, j'y viens. À l'orangerie, Ouais. à Paris. Et je me suis rendu compte, j'ai réalisé une chose, c'est que donc Monet a passé, comme vous savez, 30 ans à observer ce corps de lumière, cette eau qui changeait tous les moments, toutes les secondes, tous les jours, et essayer de le capter. Et c'était seulement quand j'étais vraiment devant les nymphéas à l'orangerie, dans cet état d'observation et de méditation, que je me suis rendu compte qu'il regardait une membrane qui vibrait à l'horizontale. Et il regardait comme cette membrane est venue changer la lumière, changer la couleur, qui était tellement fugace qu'il a essayé tous les jours et jamais satisfait presque de capter ce qu'il voyait. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais avec la toile était, même si ce n'est pas de la peinture à la main, c'était quand même toujours cette membrane horizontale qui vibrait, où les ondes viennent former la lumière, former la couleur. Et cette idée de l'air qui devient donc le médium et justement les oreilles qui deviennent la main. C'est pour ça que je trouvais que c'était un bon challenge et un challenge que j'ai voulu accepter, même si le défi d'aborder des chefs-d'œuvre comme les nymphéas et des figures comme Monet sont assez intimidants. Mais l'exploration de peinture de cette manière était tellement plein de possibilités et tellement excitant à faire dans l'atelier. C'est trop incroyable de voir comment on peut former l'oreille pour composer l'image et de voir la magie qui est en fait autour de nous tout le temps, mais on l'ignore. Alors, effectivement, il y a eu une longue phase de test avant d'arriver à maîtriser ces couleurs, puisque dans tes premières tentatives réussies de resonance painting, c'était plutôt des monochromes, des bleus, des noirs. Là, pour la première fois, effectivement, aborder les nymphéas, ça suppose de revenir à des couleurs, à d'autres couleurs, à des variations de couleurs. Donc il y a eu une très très longue phase de test, parce que évidemment là tout d'un coup il faut faire vibrer la toile plusieurs fois avec plusieurs couleurs, qu'elle ne se mélange pas n'importe comment. Donc ça a été très très long. Mais la question que je voulais te poser n'a rien à voir avec ça. Enfin, c'est surtout, donc il y a eu ce choix de la peinture, mais vu ta pratique, tu aurais très bien pu avoir envie d'aller travailler avec des chanteurs ou des musiciens à Etretat ou à Giverny aussi. Comment on fait le choix quand il y a une invitation d'un festival qui s'appelle Normandie Impressionniste qui a dans son ADN deux noms assez forts et puis des artistes imposants comme tu l'as dit. Il y avait aussi, ça aurait très bien pu être de la performance. Comment, quand on a une pratique aussi variée, on fait le choix de la peinture, même si évidemment, étant donné qu'on parle d'impressionnisme, c'est le plus tentant, mais aussi le plus challenging. Il y avait aussi cette possibilité, qui aurait été tout aussi extraordinaire, d'aller chanter dans un lieu très iconique de l'impressionnisme. Ou chanter ou faire résonner un lieu. Oui. Alors tu me parlais tout à l'heure de cette dichotomie entre la musique et les arts visuels qui pour moi n'était pas toujours une question. Je pense que pour moi la raison pour laquelle j'ai choisi de peindre déjà de cette manière, c'était que c'était une façon de voir ce qu'on entend et de comprendre ce qu'on entend. Parce qu'on a tellement de subtilité dans l'ouïe, tellement de nuances
qu'on ne comprend pas vraiment, en fait. C'est tellement éphémère, le son, la musique. Et quand j'ai découvert donc, cette façon de peindre, quand je l'ai développée, c'était pendant le lockdown que j'ai commencé. J'avais d'un coup un moment vraiment calme pour me plonger dans le travail à l'atelier. Et c'était pour moi une sorte de moment de réalisation qu'il y a une façon de relier les arts visuels et la peinture. Parce que là, ici, on a du pigment et la toile. C'est exactement les mêmes outils, les mêmes médiums qu'on a utilisés dans la peinture depuis très très longtemps. Mais, autant que je sache, on n'a jamais peint de cette manière. Le phénomène a été démontré au XVIIIe siècle sur des plaques de métal par des scientifiques comme Chladni, comme Lissajous en français. Et ça reste toujours un petit expériment, une expérience qu'on peut démontrer dans des classes avec du sable et un archet de violon et une petite plaque. Mais peut-être parce que j'étais aussi préoccupé par la résonance depuis toute ma vie vraiment, que les pièces, que les objets sont en fait pleins de ces formes et de ces nuances. Que pour moi, c'était la façon le plus logique, intuitive, pertinente d'aborder une invitation, parce que c'est quand même le festival d'impressionnisme. Et oui, il y avait plein d'intérêt dans la musique pour les impressionnistes, mais ce n'était pas la musique qui est venue faire la peinture. Donc c'est vrai que tu aurais vu donc, des centaines de tests, des centaines de pigments que j'ai dû essayer parce qu'il faut un pigment archi léger, vraiment parfait pour ces œuvres. Et Monet a passé donc 30 ans à explorer juste ce sujet. Moi, j'avais 18 mois pour développer et la technique et une approche de composition. Et j'ai pris évidemment le format des nymphéas pour mener l'idée d'immersion, de méditation, le panorama qui l'a précédé au fin 19e siècle. Mais en face, on a quand même les mini tableaux qui montrent la variété de formes et de gestes. Vous allez voir donc les petits et aussi les moyens qui sont dans la prochaine pièce, qui montrent aussi que ce n'est pas juste un phénomène. Et ce n'est pas aléatoire, c'est une façon de peindre. Et je serai le premier à dire que je suis au tout début, je pense, d'une journey pour comprendre. Peut-être 30 ans, comme Monet. Je ne sais pas si ça a 30 ans, si j'étais toujours vivant à 30 ans. Mais j'ai vite pensé, quand j'ai commencé ça, j'ai vite pensé à Warhol et ses piece paintings. J'ai pensé à Klein avec ses fire paintings. Parce que là, on a quand même une histoire dans l'art abstrait avec le process painting, qui est évidemment très important. Et qui est important aussi pour pouvoir en fait, libérer la peinture du pinceau. Mais je voulais, ou je veux, je ne sais pas si j'ai réussi, je veux faire en sorte que ce ne soit plus juste un processus, mais que ce soit une technique, que ce soit vraiment une façon de peindre. Donc vous verrez des couleurs, des nuances que j'ai essayé de capter avec le son et le pigment. Et d'un côté, il y a le son qui vient faire les formes, mais après, il y a tellement de choix à faire avec la couleur, avec la densité du pigment, avec le temps qu'on va laisser chaque note développer sur la toile. Donc c'était un énorme défi, un énorme learning curve pour faire ça. Et c'était franchement une très très jolie invitation, même si c'est effrayant. Et donc pour résumer, c'est pas simplement un hommage ou un hommage à Monet ou à l'impressionnisme, mais c'est bien plus large que ça. C'est un hommage à l'impressionnisme, de l'impressionnisme et d'après l'impressionnisme. C'est aussi un hommage à l'impressionnisme d'un Debussy, par exemple, ou à Philip Glass, avec qui donc tu as travaillé sur
sur le projet avec le Met. Donc ça, en fait, ça ouvre cet hommage à l'impressionnisme à une conception beaucoup plus large de l'impressionnisme et qui va bien au-delà du 19e siècle, mais qui va aussi dans une musique qu'on pourrait qualifier d'impressionniste. Les sons que tu produis, est-ce qu'on peut les qualifier d'impressionnistes? Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si les sons sont impressionnistes, parce que ça n'est pas vraiment une impression. Ouais, non, si, non, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment une impression de la même manière, parce qu'il n'y a pas ce n'est pas une impression des réceptacles du maître, c'est une évocation, c'est une partie de leur réalité. De la même manière, d'une certaine manière, c'est la réalité de chaque toile. Et ça, on n'a pas dit, mais chaque toile a aussi sa note. Parce que chaque toile est une membrane tirée sur un châssis, comme un tambour aussi tiré sur sa châssis. Et chaque toile dans le Louvre ou dans la National Gallery a une note précise et des harmoniques aussi. Et c'est un peu le lien aussi entre ces harmoniques et ce que je joue dedans qui va créer les formes. Donc, je ne sais plus ce qui était la question. Est-ce que les sons que tu produis sont impressionnistes? Est-ce qu'ils sont impressionnistes? Alors, une chose importante avec ces œuvres, c'est qu'on va entendre dans la bande-son alors des notes très pures qui viennent de ces vases, de ces réceptacles, mais on entend de temps en temps des sons subaquatiques, sous-marins. Et c'est des enregistrements que j'ai faits sous l'eau du bassin à Giverny. Et c'est des sons complètement typiques de l'eau, c'est-à-dire des sploufs et des cailloux qui bougent. Et ce n'est pas du tout des sons purs et faciles à manier en termes de résonance et de peindre, mais je les ai fait jouer à travers la toile en même temps que je peignais pour venir dérompre et déranger ce que je faisais. En fait, je voulais quand même qu'il y ait un élément, même si j'ai appris à peindre de manière de plus en plus précise, je voulais que l'environnement de Monet, l'endroit qu'il a observé, vienne me faire chier un peu pendant que je peignais. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les formes, c'est que parfois j'aurais eu une forme très très précise, très contrôlée, et d'un coup, il y a quelque chose qui donne un peu d'imprévu. Et dans ce sens-là, donc le son qu'on entend, c'est aussi, ce n'est pas une impression de l'étang, mais c'est une évocation de cet étang qui est arrivé enfin dans les tableaux aussi. Alors de l'imprévu, je vais passer au prévu. Qu'est-ce qui est prévu maintenant pour on va parler du petit Oliver. Qu'est-ce qui est prévu pour le futur Oliver, le futur proche et puis un futur plus lointain? Artistiquement parlant, oui. Ouais, il y a beaucoup de projets et j'ai de la chance, je pense. Moi, je dis toujours oui quand il y a une nouvelle invitation parce qu'on est tellement chanceux de pouvoir travailler dans ce champ. Et ça veut dire que donc en automne, je ferai la Biennale de Lyon avec l'avant-première d'une œuvre qui était en tête depuis 10 ans, mais que j'ai passé 3 ans à tourner. C'est un opéra vidéo que j'ai tourné dans les grottes paléolithiques en Dordogne, les fameux avec les magnifiques peintures aux parois. Et ce sera une installation à 8 écrans. J'ai collaboré avec des chanteurs comme Rufus Wainwright, comme Woodkid, Hamid Sino, Melissa Lavo, Moju d'Australie qu'on connaît. Et ça va être un moment important pour moi parce que j'ai découvert qu'il y a quand même un lien entre l'acoustique de ces grottes et les peintures qui y sont. Donc ce sera un très important moment pour moi en septembre. Et en octobre, on a le musée d'art moderne de la ville de Paris, avec un projet où je vais faire participer 4000 enfants dans un projet d'animation et d'enregistrement de son. Ça s'appelle A Thousand Voices. Et déjà, ça c'est l'automne. Et sûrement plein d'autres choses. Justement, comme tout a l'air possible, hein, entre dans ce champ qui mêle musique et art visuel, est-ce qu'un jour il y aura
un vrai opéra pour le coup sur scène? Est-ce qu'il y aura un film? On va aller jusqu'où avec Oliver Je fais Behr? pas assez déjà. Si, mais quand on voit ce qu'on voit, on a envie d'en voir encore plus. Ouais, j'adorerais faire ça. Il y a tellement, en fait, ce qui est beau quand on fait rencontrer les arts, c'est que tout devient possible. Et oui, le film, je tourne pas mal de films, mais il y a aussi, je pense, un danger d'essayer de tout faire. Et même cette chose que j'ai abordée avec cette expo et les séries de peinture qui le précèdent est tellement accaparant. Je pourrais vraiment passer 30 ans à faire ça si j'avais le temps et l'énergie. Et donc, c'est une bonne question, mais je ne sais pas. Je veux bien passer plus de temps avec ma famille aussi, ma maman, qui d'ailleurs a participé à pas mal de mes films quand j'étais plus jeune. Je vais essayer de la faire venir ici, je pense qu'elle va aimer. Bah, on espère, on sera ravis de l'accueillir. Je pense qu'on est au bout de notre discussion. Merci, Oliver. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on dirait. Oui, il y en a. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il y a un autre micro? Sinon, je donne le mien. Bon, on vous entend, cela dit. Je pense que ça va. Il reste quand même un mystère dans votre affaire, je veux dire. Parce que, je m'expliquais. Vous avez dit tout à l'heure, mieux former l'oreille pour arriver à peindre. Or, vous dites après, non, c'est pas de la peinture, c'est de la vibration de pigments sur une toile et ça forme un tout. Mais ce tout n'est pas du hasard, comme vous l'avez dit. Et vous avez utilisé un autre mot qui est le mot composition. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce triptyque, on est dans un ensemble totalement composé et dont les lumières se répartissent comme ça, comme un spectre. Quid de la composition? Comment passez-vous de la technique, de pigments, à celle d'imaginer un univers que vous nous présentez au regard du regardeur? C'est le mystère pour moi, il y a le mystère chez vous que je n'arrive pas à saisir, c'est l'instant où vous passez à l'œuvre non aléatoire, de l'œuvre aléatoire à une œuvre composée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques impressions? Je peux essayer. C'est intéressant parce que même le fait de peindre, je pense que c'est très intuitif. Et peut-être vous avez compris que je suis assez méthodique dans ma façon d'avancer dans tout ce que je fais en fait. Mais ce qui est beau à chaque reprise, à chaque œuvre, c'est l'espace pour l'intuition et l'imprévu. La meilleure comparaison dans la musique, ce serait le jazz, dans le sens où quand on va jouer le jazz, on sait la structure, on sait l'harmonie qu'on peut utiliser, les gammes, les accords dans la chanson. Mais dans le moment de performance, il y a énormément de possibilités. On peut suivre sa volonté, son esprit. Et pour faire ces œuvres ici, ça m'a pris tellement longtemps à développer une gamme, développer une structure, une méthode pour pouvoir contrôler ce que je fais. Et je me suis fait souvent le défi de refaire le même tableau 2 fois pour vérifier moi-même que que j'ai maîtrisé ce que j'essaie de manier sur la toile. Mais la raison pour laquelle j'ai introduit justement les sons de Giverny, du bassin, c'est pour donner l'espace à l'imprévu. Et en fait, si j'avais tout le contrôle, je pourrais continuer jusqu'à jamais. Vous avez demandé sur la composition. En fin de compte, la composition, c'est quelque chose qui vient de l'intuition, c'est ce qui fait la partie art visuel, et pas juste le phénomène de la résonance. Parce que les phénomènes purs sur l'étoile, ce ne serait pas très intéressant, je pense.
Mais c'est là où ça devient effrayant, parce que c'est là où ça aborde l'histoire de la peinture, l'histoire de l'abstraction, l'histoire aussi de la figuration. Et quand on pense par exemple aux artistes comme Cy Twombly, qui à chaque fois qu'il est venu à Paris, je crois, il a essayé de voir les nymphéas de Monet, et d'autres artistes qui ont été influencés, que ce soit Rothko. Je ne sais pas si Rothko les a vus seulement en reproduction, je ne sais pas, je crois. Mais il y a quand même des artistes donc, avec qui ces œuvres vont parler. C'est là où la composition devient vraiment critique et complexe. Oui, c'est vraiment. Enfin, je pense qu'il y a au départ un chaos, puis qui s'organise, qui se surorganise même progressivement, et puis viennent ces sons pour déranger un peu cette organisation. Il y avait une autre question. Oui, merci. Bonjour. Peut-être que ce sera des questions seront une façon de continuer à répondre à la question précédente. Elle vise plus la technique, sur laquelle on s'est peu attardé, il me semble, aujourd'hui. 3 questions. La première, est-ce que les masses blanches que l'on voit sur les toiles correspondent au positionnement des enceintes qui sont sous la toile au moment où vous travaillez? Deuxième question, vous avez parlé d'un pigment très fin, le plus fin possible. Est-ce que vous pourriez me dire, à moins que ce soit un secret, de quel pigment il s'agit? Et troisième question, comment est-ce que vous faites pour fixer ce pigment sur la toile? Que des secrets. C'est vrai que j'aime un peu le mystère quand il s'agit de mes techniques. Je peux vous dire qu'il y a des choses, par exemple, je peux bouger le pigment sans bouger l'enceinte. Donc en changeant l'harmonie, je peux bouger les centres de résonance, les harmonies qui apparaissent sur la toile. Et sans bouger l'enceinte, on peut passer à un cercle, à une grille, à un triangle, à une figure de 8, juste en changeant la musique et sans bouger l'enceinte. Et pour arriver à ces pigments, j'ai dû essayer des centaines et les comprendre. Quand je suis en Dordogne, par exemple, évidemment, il y a les pigments très anciens, les plus anciens, que j'ai étudiés aussi. Et voilà, donc c'est vrai que la technique est évidemment essentielle à l'œuvre, mais j'aime bien aussi qu'il y a un côté un peu magique Et vous allez voir aussi dans la vidéo qui est à l'entrée, on voit quand même le pigment en mouvement et le processus un peu. Secret d'atelier. Un peu. Oui, oui. Moi, Olivier, je voulais vous demander, c'est un secret, on l'acceptera. Premièrement, comment vous faites, vu la dimension de la pièce, comment vous faites et quand et comment vous faites, vous décidez, ça y est, c'est le tableau que je voulais, je m'arrête. Et vous êtes toujours content en vous arrêtant, vous dites, bon, ben, ça y est, c'est fait. Comment vous faites? C'est cette décision un peu finale et j'aimerais aussi savoir combien de temps vous a pris, par exemple, l'une de ces toiles. Et la troisième question, c'est une utopie de ma part, mais imaginez que quelqu'un voudrait peindre un paysage. Donc il aurait pu y avoir des arbres, une vallée, des montagnes, des fermes, etc. Est-ce que cette technique, selon les pigments, même la grosseur des pigments, les sons, etc., est-ce que cette technique pourrait être appliquée justement à ce genre de peinture figurative? C'était quoi la seconde question? Je n'avais pas entendu. Alors, the first one I wanted to know when you decided to Terminé, stop, oui, ça j'ai compris. right? And how long it has taken you? Oui. And what was the second? The second question was whether you could apply this technique to a landscape. Ça c'était la troisième question. Il y en avait que deux. Combien? Et combien de temps? Ah, combien ça? It was a technique that you use when you decide to say that's it, finish. So you cut the sound, you are happy with it, and at the same time, it was, suppose the second question was. La fin d'une œuvre, c'est la grande question. Quand une œuvre est finie? You don't have to tell us if you feel that it is the kind of.
Non, merci. Alors, la première question, comme a dit Philippe, je ne sais pas comment, à chaque personne, que ce soit un sculpteur, un peintre, à quel moment c'est fini. Surtout de Monet, je pense qu'il a cassé tellement de tableaux. C'est marrant parce que j'ai l'impression que même s'il voulait un état de méditation et de zen, quand les gens regardaient ses peintures, je ne sais pas, il y avait toujours cette attitude quand il les peignait. Mais pour la première question, je ne peux pas vraiment vous répondre. Sauf que c'est l'instinct et la satisfaction et la désatisfaction. C'est facile de s'arrêter soudainement pour que ça ne bouge plus? Oui, je peux m'arrêter quand je veux, oui. Et puis, ça prend très longtemps pour chaque... surtout, il y a tellement de couches et tellement de notes qui apparaissent dans ces tableaux, et de nuances et de couleurs différentes. Et finalement, en troisième, c'était... Faire des paysages. Non, le paysage, vous m'avez demandé sur la figuration. Alors, c'est vrai que donc, c'est l'air ou le son comme pinceau, c'est son langage, son vocabulaire. Et l'année dernière, j'ai essayé de peindre une figure humaine qu'avec le son, et j'ai plus ou moins réussi à faire une sorte de Vénus que j'ai exposée à Salzbourg. Et c'est possible qu'avec le temps, je ne sais pas si ce sera mon but, mais ce serait possible, et surtout avec la technologie, on pourrait. Mais en fait, j'aime bien le lien humain, intuitif entre les oreilles et la toile, mais ce serait possible. Merci. Une figure humaine, c'est une figure humaine à partir d'un son, d'une voix de quelqu'un, une sorte de quasi-autoportrait. Pas avec une voix humaine, mais avec encore des réceptacles comme on entend qui résonnent. Parce que c'est tellement pur et c'est beaucoup de contrôle. En revanche, quand je ferai l'expo à Lyon en automne, je vais faire un tableau avec la voix de chaque chanteur, avec les pigments de la grotte, ou de la même géologie de la grotte. Mais c'est vrai que la voix humaine il y a tellement de notes dans la voix. Quand on chante une note, en fait, on est en train de chanter une vingtaine de notes simultanément que le cerveau interprète comme une seule. Tandis que quand on joue ça, c'est pur, c'est une seule fréquence. La voix humaine est tellement magnifique. À l'époque, on n'avait pas les noms des personnes sur nos portables, et on a accroché, on a entendu quelqu'un dire « Allô », on comprend tout de suite la personne. C'est parce que l'empreinte de la voix est tellement fine, et notre compréhension, et c'est là aussi pardon, je vais arrêter de parler, mais c'est là où je trouve l'invisibilité de nos habiletés à l'ouïe. Le fait que ce phénomène de répondre au téléphone et connaître ta maman, ta sœur, un ami que tu n'as pas parlé avec depuis des années, et ça montre une compréhension biologique, innée, cérébrale, incroyable, qu'on ne développe pas et qu'on ignore. C'est ça qui pour moi, est vraiment inépuisable dans ce domaine, et de peindre de cette manière aussi. Myriam, Jean-Michel. Merci. Merci pour votre excellent français. Donc on va continuer en français aussi. Il y a beaucoup de questions techniques dans tout ce qui a été dit. J'en ai une simplement. Quand j'ai vu sur un peu Internet, j'ai étudié votre cas, vous avez des vases avec les chats, par exemple, et puis ça fait un son. Comment faites-vous? Vous envoyez dans le vase de l'air? Parce qu'il faut activer un son. Le vase en lui-même, il a une forme qui générera un son, mais comment vous l'activez? Très bonne question. En fait, c'est le son ambiant qui vient résonner dans l'objet. Donc si vous imaginez le coquillage, qui est quand même inanimé, même quand on l'écoute, on entend un son. Et le son qu'on entend, c'est le son ambiant autour de nous qui est filtré à travers la géométrie du coquillage. Et les vases, c'est pareil. Attendez, ça va être horrible, donc attention. Vous entendez toujours? Il y a un aigu, oui. Oui, donc c'est le micro qui
fait l'office de l'oreille Donc dans ces installations, il y a un micro dans chaque objet. Ça c'est très doux, heureusement, parce que sinon ce serait horrible. Mais oui, il y a un micro dans chaque objet. Et quand on appuie sur le clavier, ça active le micro et on entend... Parce que cette note-là que l'on a entendue, c'est toujours là. Et il sera toujours là jusqu'à ce qu'on casse le verre tout à l'heure. L'art sonore a déjà été exploité quand même depuis longtemps. Je ne parle pas de la musique, je parle de l'art sonore. C'était Fluxus. Est-ce que vous inscrivez un peu là-dedans maintenant, puisque c'est aussi votre démarche, sauf que ça termine par du visuel. Mais Fluxus aussi terminait par du visuel. Oui. Rolf Julius, par exemple, a montré des choses. Oui. Oui, le sud de la France, Black Mountain College aux États-Unis, Fluxus était très important. En fait, très tôt, pour moi, j'ai lu des livres sur Black Mountain College quand j'avais 20 ans, je pense, avant d'aller aux Beaux-Arts. Je suis même arrivé à l'entretien pour les Beaux-Arts à parler de Cage et de Yoko Ono et je pense que c'était très important. Comme pour tous les artistes contemporains, il y a une sorte de filière, une sorte d'arborescence incroyable d'influence qu'on peut avoir. Et Fluxus et cette histoire, le canon, des artistes comme Alvin Lucier, par exemple, qui a déjà expérimenté avec les vases de manière très différente. Oui, et Laurie Anderson, Chris Markley, il y a tellement d'artistes qui travaillent le son et contemporain aussi. Et oui, ça vient informer, je pense que le vocabulaire, parce que comme on disait tout à l'heure, sur la résonance de l'œuvre dans le monde, même si en tant qu'artiste on est très concentré, on ne travaille pas en isolation. Et ces artistes que vous évoquez sont très importants, oui. Mais à la différence, ces artistes montraient le processus en même temps. Vous, à la limite, vous ne le montrez pas. Autrement dit, je peux regarder cette toile, peut-être qu'elle n'a pas été faite avec du son, peut-être qu'un artiste, et il y en a des très doués, qui saurait peindre ce que vous avez fait, reproduire peut-être, mais peut-être imaginer aussi. Donc je veux dire, il y a quand même une petite différence dans la manière d'amener le propos. Et vous citiez Cage, par exemple. Cage disait bien que le problème avec les sons, c'est la musique. Donc là, vous ne nous montrez pas une musique, mais on voit quelque chose qu'on peut imaginer que ce soit une musique. Pas nécessairement. Quand vous dites je mets des sons à faire vibrer la toile, vous pourriez faire vibrer la toile sans des sons. Comment ? Comment on peut faire vibrer Oui, ça c'est aussi un son, la vibration. Peut-être pas, je ne sais pas. Et puis enfin bon, dernier point, le bruit. Oui. Apparemment, vous parlez beaucoup de sons purs. Effectivement, on entend majoritairement c'est ça qui génère le visuel. Avec des interférences, comme vous utilisez certainement 2 sons purs par exemple, ou 3, comme lorsqu'on accorde un piano, avec le do et le sol, et puis ensemble, ça fait quelque chose qui fait que c'est bien accordé ou pas. Mais un bruit, est-ce qu'un bruit peut amener à faire quelque chose comme ça? Justement, non. Et c'est aussi une... Non, ça ne peut pas. Un bruit, et je pense que Cage en a pas mal parlé aussi, de l'idée de organized noise. Le bruit qu'on entend là, c'était la musique de Cage. Oui. Et c'est intéressant parce que moi j'ai un lien tellement... comment dire, Cage est très important pour moi. J'ai construit par exemple des œuvres. J'ai fait une œuvre qui est une vitre qui devient un cornet acoustique. Et c'est complètement les 4 minutes 33 de silence de Cage, sauf que c'est en continu, et sauf que la forme de la vitre, donc qui rentre dans la pièce comme un cornet, va venir filtrer le son à travers les harmonies. Et j'ai créé aussi en Australie une grotte acoustique qui a la même forme, mais qui est géologique, et donc qui capte le son physiquement et qui le mène profondément dans le musée.
Et ça, c'est carrément un héritage de John Cage qui nous a appris à considérer le son, et le bruit comme musique. Mais là où je diffère vraiment de ce qu'il explorait, c'est justement le contraire de l'aléatoire. C'est le fait que l'harmonie existe là, et ça existe dans nos voix, à l'intérieur de la voix même, que ça existe dans des cultures qui n'ont jamais été en contact à travers des civilisations, les octaves, les quintes, les tierces. Donc l'harmonie à la fois humaine et matérielle. Pour moi, ça je trouve tellement cool ce truc. La certitude de cette musique, la certitude de la musicalité du monde. Donc, je ne sais pas si j'aurais bien répondu à votre question, mais pour moi, Cage est tellement important, et la génération de Cage est tellement importante d'avoir libéré toute la conception du son, de la musique, ou de libérer le son de la musique peut-être. Et c'est peut-être ça qui donne la possibilité aux artistes contemporains d'être libres à écouter de leur manière et de créer de leur manière. Myriam, ce sera la dernière question. Merci beaucoup pour ce passionnant débat exposé. Enfin, on a tous, je crois, été enchantés par vos peintures, puisque au final, on voit des peintures, mais il me semble que pour vous, ce qui est d'abord premier, c'est le son, la musique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous avez créé un instrument, en fait, qui se trouve au Met Museum, dont se sont servis John Zorn et d'autres personnes, c'est ça? Donc vous avez créé un instrument de musique, et là, avec le son, vous créez des instruments, enfin, des techniques à faire des images, c'est bien ça? Et avez-vous parfois le souhait de partir des images pour revenir au son, aller dans l'autre sens? Oui, un peu, oui. Et ce qui est cool aussi, c'est que si on mesurait la longueur d'onde sur les toiles, on pourrait reconstruire les sons. Mais là, je l'ai fait pour nous en jouant la bande-son originale de l'expo. Oui, alors ça, je dis que c'est les notes qui ont créé les tableaux. C'est les notes qui ont créé les tableaux que j'ai réorganisés en composition. Donc, c'est un peu tous les tableaux en concert ensemble qu'on entend. Mais oui, j'ai très envie de faire l'aller-retour. Si vous savez comment, ça serait content. Je vais réfléchir. Parfois des NAFEA, par exemple. Oui. C'était la dernière question, et ce sera peut-être la prochaine étape, effectivement, transformer les nymphéas en musique. Merci Oliver, merci à toutes et tous. Merci à vous. Et je tiens juste à remercier les équipes du hangar qui nous ont accueillis et qui ont installé si bien l'exposition, et le FRAC aussi qui nous a soutenus, Claire qui a accueilli les œuvres, et de Philippe pour l'invitation. Je suis vraiment très touché d'être parmi vous. Merci. Merci. Et à 18h ce soir, vous pouvez aller au Musée des Beaux-Arts pour continuer dans la synesthésie avec l'inauguration de l'exposition Whistler.